télévision est un univers captivant que nous tentons de professionnaliser au rythme et à la phrasé du digital et du numérique. Bienvenue sur 7Afrique TV. Nous sommes dans votre émission préférée, l'interview de 7Afrique, ou moins la grande interview qui a l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui Mabi Guengom. Mabi Guengom, vous êtes directeur régional de l'UNFPA pour la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Vous êtes basé à Dakar depuis 2015. Et vous êtes dans un leadership et une orientation stratégique pour les 23 pays couverts et qui forment le bureau régional de l'UNFPA. Bienvenue à 7Afrique. Nous sommes aujourd'hui très ravis de vous accueillir dans nos locaux au point 1. Merci tout d'abord, toutes nos félicitations donc, pour en tout cas ce cadre excellent donc, de 7Afrique. Et je suis sûr que vous allez contribuer à la construction de cette Afrique que nous voulons à l'horizon 2063. Alors, Mabi Guengom, pouvez-nous nous parler véritablement et très rapidement des missions et du rôle de l'UNFPA que vous dirigez dans 23 pays africains en Afrique de l'Ouest et du Centre? Oui, écoutez, le Fonds des Nations Unies pour la population, plus connu sous le nom de FUNEAP, qui est un peu l'ancien nom, est un peu le leader mondial sur les questions de santé de la reproduction, de renforcement des systèmes de santé, de promotion des jeunes, y compris un peu la lutte contre les maladies, contre les mutilations génitales féminines et les autres violences basées sur le genre, comme le mariage des enfants. Mais également, nous sommes le leader mondial en ce qui concerne les recensements. Comme vous le savez, les recensements sont des activités extrêmement importantes qui nous permettent, par exemple, de savoir où se trouvent les populations, dans quelles conditions les populations se trouvent, quels sont les besoins des populations et quels sont d'ailleurs les besoins non satisfaits de ces populations pour guider, pour aider un peu au montage des politiques publiques. Dès qu'on parle aujourd'hui de population, on peut parler de la Covid-19, qui est cette pandémie-là extrêmement sévère, qui a fait le tour du monde depuis 5 mois et qui a suspendu aujourd'hui l'économie. Quelle appréciation faites-vous véritablement des conséquences du Covid-19 dans les populations mondiales, mais notamment en Afrique et dans le Sahel? Mais écoutez, je pense que ce matin, d'ailleurs, avant de venir, j'ai participé à la réunion du comité exécutif des directeurs régionaux des Nations Unies en Afrique, de l'Ouest et du Centre, un comité exécutif que j'ai mis en place il y a de cela quelques mois, donc pour un peu suivre l'évolution de la pandémie en Afrique, mais également un peu l'évolution de la qualité de la réponse pour mieux accompagner les pays, en tout cas, dans la riposte Covid-19. Mais je vais dire 2 ou 3 choses. La première chose, c'est que le profil de la pandémie en Afrique n'est pas, en tout cas, ce qui était prévu. Je pense que c'est une excellente chose. La deuxième chose, c'est que les Africains ont quand même pris le devant. Les Africains ont pris quand même des mesures conservatoires très tôt, donc au début de la pandémie, donc pour faire face un peu à une avancée, en tout cas dangereuse, de la pandémie en Afrique. Et c'est d'ailleurs ce qui explique aujourd'hui que l'Afrique est très loin, en tout cas de la trajectoire qui était tracée donc par beaucoup de connaisseurs. Et la troisième chose que je peux dire, si l'Afrique a fait ce pas important, c'est parce que l'Afrique a très tôt misé dans la réponse communautaire, très tôt misé dans la prévention, parce que nous savons qu'en Afrique, les systèmes de santé sont généralement très faibles, donc de mauvaise qualité, et que la seule façon pour l'Afrique et les Africains de contenir, en tout cas, la réponse à la pandémie Covid-19, c'était vraiment d'investir résolument dans la prévention. Et une prévention communautaire, je pense, qui très tôt a marché grâce au leadership un peu des plus hautes autorités africaines. Maintenant, à mi-parcours, donc avec le confinement, je pense que les comportements donc, qui avaient commencé à changer, on a senti quand même un relâchement. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut remobiliser les populations et encourager efficacement, en tout cas, un retour vers l'observation des mesures barrières. Je trouve que même si les cas notés en Afrique ne sont pas comparables à ce qui s'est passé en Asie, aux États-Unis et en Europe, l'Afrique a été, sur le plan économique, extrêmement impactée. La résilience économique aujourd'hui dirigée par des chefs d'État que sont Macky Sall, Ibeka, Alassane Ouattara et autres, comment appréciez-vous aujourd'hui cette résilience et ce plan de résilience économique-là? Moi, je pense que je peux dire que c'est l'histoire un peu de la tasse qui est moitié pleine, moitié vide. Je pense, comme je le disais tout à l'heure, les chefs d'État et de gouvernement africains ont pris des mesures assez courageuses, des mesures souvent difficiles, parce qu'il fallait protéger les populations, mais également il fallait protéger l'économie. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut protéger les couches les plus vulnérables qui sont en train de ressentir un peu les contre-coups des mesures
donc, qui ont été prises. Je pense que le monde s'est arrêté au mois de mars, donc l'Afrique s'est arrêtée, et je pense que la plupart des économies sont en train de redémarrer, mais malheureusement avec des risques assez importants pour une recrudescence des cas de Covid-19. Donc je pense que les mesures sont là, elles ont permis beaucoup à atténuer un peu les contre-coups de la crise, et la question qu'on ne se pose pas souvent, qu'est-ce qui se serait passé aujourd'hui si les Africains, si les leaders africains n'avaient pas pris un peu les mesures, en tout cas courageuses, qu'ils ont eu à prendre au mois de mars-avril. Mabigui Ngom, comment continuer aujourd'hui à protéger le Sahel de la pandémie du Covid-19, à protéger les populations, mais également à gérer la crise économique qui impacte le Sahel et qui impacte les pays de l'Afrique de l'Ouest? Oui, c'est une question extrêmement sensible. Si vous voyez par exemple ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, ou dans un pays comme le Niger, ces 3 pays qui constituent un peu l'épicentre de la crise du Sahel. Donc, vous voyez donc pourquoi cette région, cette sous-région du Sahel, qui est la région du Luptako-Gourma, qui était déjà en ébullition. Donc, avant Covid-19, comment cette région va se comporter, je pense, avec cette pandémie, avec les mesures de réponse à la pandémie, donc sur les populations de la sous-région, des populations qui étaient déjà affectées par des dépenses, j'allais dire par une demande sociale qui n'était pas satisfaite, donc par des conditions climatiques assez dures et qui aujourd'hui doivent faire face donc à cette pandémie nouvelle qui vient en tout cas ajouter un coup dur sur ces populations. Je crois que ces populations considèrent un des groupes cibles que nous suivons de très près, donc à l'occasion de nos réunions hebdomadaires sur la Covid-19. Et c'est également des pays ou des populations sur lesquelles nous orientons une bonne partie, en tout cas, de notre intervention. En ce qui concerne la surveillance, en ce qui concerne la réponse, comme en ce qui concerne un peu les mesures d'accompagnement pour, en tout cas, j'allais dire un peu contenir donc, le coût social de Covid-19 sur ces populations les plus défavorisées, notamment les femmes et les enfants. Je rappelais tout à l'heure que vous êtes directeur général de l'UNFPA dans 23 pays africains de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Le Mali, aujourd'hui, domine l'actualité dans le Sahel et en Afrique. Nous avons vu une mission de la CEDEAO dirigée par le président Macky Sall, le président Alassane Ouattara, pour aller secourir le président malien aujourd'hui qui est dans des difficultés, mais également le peuple malien et la situation au Mali, ça dure. Quelle est aujourd'hui la solution pour une sortie de crise? Oui, je n'ai pas de réponse à cette question, mais je crois qu'il faut investir dans le dialogue. Je pense qu'il faut investir dans la conversation, il faut que les différentes parties se retrouvent autour de la table. Et comme dans toute négociation, il faut savoir offrir quelque chose. Et je crois que c'est mon conseil, mon sentiment est que c'est un problème qui a duré, le dossier de la crise du Mali. Quand je parle un peu de la crise du Mali, je vais au-delà de la crise actuelle, de ce nuage actuel que je souhaite d'ailleurs passer le plus rapidement possible. Mais je crois quand même qu'il y a des problèmes dans la région du Sahel, qui dépassent le Mali, qui ne sont pas des problèmes intrinsèques à un pays. Et je pense que la communauté internationale y travaille. D'ailleurs, le 30 juin, nous avons une grande réunion donc, sur la question. Et le 13 juillet, avec le député secrétaire général des Nations Unies, nous avons eu une journée de réflexion sur le Sahel. Donc, la communauté internationale travaille sur les questions du Sahel, mais nous devons faire plus, nous devons faire mieux pour donner de l'espoir aux populations du Mali comme aux populations des autres pays de la sous-région, parce que ce qui se passe au Mali peut se passer au Burkina, peut se passer au Sénégal, au Niger ou au Nigeria. Donc je crois qu'il faut qu'on trouve des solutions aux problèmes structurels auxquels les pays de la sous-région sont. Certains observateurs craignent le pire aujourd'hui dans le Sahel, au-delà de l'insécurité, du terrorisme qui domine cette partie-là du Sahel, notamment le Mali, le Burkina, le Tchad et autres. Il y a certains chefs d'État qui ne veulent pas aujourd'hui partir. Au Mali, on réclame le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. En Guinée, Alpha Condé développe véritablement les symptômes d'un troisième mandat. Ouattara également, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire ne veut pas partir. Êtes-vous d'avis qu'il y a un risque véritablement de péril dans les années à venir dans notre zone?
Oui, mais moi je dirais que bon, le travail que je suis en train de faire au niveau des Nations Unies porte sur un travail un peu moins politique. Je viens de terminer quand même 7 études assez approfondies sur le Sahel, notamment 3 études monographiques sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Je viens de conduire la rédaction d'un livre blanc pour le Sahel et nous devons également de compléter 2 travaux empiriques assez intéressants sur les sources du mal du Sahel. C'est vrai que nous avons une orientation un peu moins politique. Nous avons quand même jeté un regard sur certains facteurs qui pourraient être en tout cas à l'origine, en tout cas des causes profondes du Sahel. Parce que le plus souvent, nous avons tendance un peu à nous occuper des séquelles. À nous occuper un peu de ce que nous voyons. C'est comme ce bâtiment, beaucoup ne voient que la peinture. Oui. Ils ne peuvent pas voir les briques. Donc, quand vous regardez de très près un peu la situation du Sahel, il y a des problèmes, il y a des forces donc assez importantes comme la dépendance démographique ou la dépendance économique. Je pense qui, en tout cas, semble pointer du doigt, en tout cas, comme étant l'une des sources des problèmes majeurs. C'est vrai que lorsque ces problèmes ne sont pas réglés, et que ces problèmes engendrent des conséquences sur l'emploi, sur l'accès donc à l'éducation, sur l'accès à la santé, bref, sur l'accès au bien-être, je pense que nous créons en tout cas des conditions relativement difficiles qui d'ailleurs créent même à terme des problèmes de gouvernance. Parce que lorsqu'un pays n'est pas capable d'assurer l'éducation, la santé, l'emploi, le bien-être à sa population, donc vous voyez, donc c'est la porte ouverte à tous les malentendus. Et nos travaux montrent que les sources de beaucoup de problèmes, en tout cas, partent un peu de ce croix démographique très élevé qui crée une population en âge de travailler, qui ne trouve pas de travail et qui malheureusement est prise en charge par quelques personnes, comme dans chaque famille. Il y a une personne qui travaille, il y a 20 qui ne travaillent pas et ça crée un peu ce qu'on appelle une dépendance, qui est vraiment une source d'instabilité et de problèmes que nous connaissons dans Mabé Gengom, la croissance démographique est inquiétante dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Quelle est aujourd'hui la situation? Oui, mais la situation, c'est que les pays du Sahel sont les pays où on a quand même le croix démographique le plus élevé. Donc, entre le Niger, le Mali, la partie nord du Nigeria, le bassin du lac Tchad. Bref, il est possible que, en tout cas, comme le montrent nos travaux, que cette variable démographique joue un rôle important donc, sur l'occurrence de crises. D'ailleurs, les travaux de l'université de Berkeley montrent que 90% des crises qui sont survenues entre 1960 et 1990 sont arrivées dans des pays où l'âge médian est inférieur ou égal à 24 ans. La deuxième chose que nous avons également trouvée, c'est que dans ces pays où nous avons un peu cette dépendance donc assez forte, comme dans les pays du Sahel, donc on parle un peu de 87%, donc ce sont des pays où également il y a des crises régulières, parce que cette dépendance démographique crée un peu ce qu'on appelle une fragilité des pays. Comment l'Afrique peut utiliser aujourd'hui la croissance démographique à sa faveur, véritablement, pour peut-être même aller vers un développement durable? Oui, il y a ce qu'on appelle un peu la capture du dividende démographique, cette opportunité qui offre à l'Afrique un peu la possibilité de capturer, de générer au moins 500 milliards de dollars chaque année et sur au moins 30 ans. Et là, je ne parle un peu que de la première fenêtre d'opportunité. Et je crois qu'avec 500 milliards de dollars additionnels en Afrique, on a la possibilité quand même d'investir dans la prospérité et de sortir l'Afrique un peu de cette mauvaise passe. Maintenant, il faut faire au moins 3 choses. Et la première chose, c'est qu'il faut investir dans la santé, ce qui va permettre un peu, en tout cas, d'infléchir un peu les taux donc, assez élevés auxquels nous assistons. Il faut investir dans l'éducation, parce que ça ne sert à rien d'avoir une population qui n'est pas éduquée. Il faut donc relever donc, la productivité. Et je pense que la troisième chose qu'il faut investir dans des politiques d'emploi, d'abord, des emplois décents, pas des emplois qui n'en sont pas vraiment... en tout cas des emplois. Et maintenant, la dernière chose, il faut également le faire dans un climat de bonne gouvernance. Parce que des politiques publiques robustes, quand même, permettent un peu d'assurer, en tout cas, une distribution et une redistribution des ressources plus conséquentes et éviter un peu une concentration, en tout cas, des ressources donc, sur un nombre
limitée de personnes. Donc, cette politique, c'est vraiment cette approche qui a permis les pays asiatiques, qu'on appelle un peu les dragons asiatiques ou les tigres asiatiques, rapidement de croître, d'augmenter un peu la croissance économique, hein, donc entre 1 tiers et 2 tiers pendant une période assez longue. Et voilà comment ces pays en tout cas, sont devenus émergents. Mabeye Ngom, cette grande interview tire à sa fin. Quel est votre dernier mot? Oui, mon dernier mot, c'est vraiment un souhait pour le Sahel, mais également un souhait pour que les pays africains donc, puissent en tout cas continuer donc, la lutte contre Covid-19 et éviter que Covid-19 en tout cas ne nous fasse reculer, hein, nous fasse perdre un peu les gains de progrès que nous avons en tout cas enregistrés ces dernières années et que Covid-19 soit peut-être même une opportunité pour l'Afrique, les Africains et la jeunesse africaine, en tout cas d'accélérer la marche du continent vers la prospérité pour tous. Encore une fois, merci et toutes nos félicitations pour cette Afrique. C'est à nous de vous... En tout cas, un avenir assez brillant. C'est à nous de vous remercier. Madame, Monsieur, c'était Mabeye Ngom, directeur régional de l'UNFPA pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre émission préférée, La Grande Interview. Merci.